Bonjour, ici Caroline Côté pour CIGM TV. Devenir propriétaire est un rêve qui peut devenir réalité. Cependant, la base de toute chose est de bien sûr connaître si vos finances le permettent. Plusieurs outils peuvent vous aider à évaluer vos finances, mais surtout l'aide d'un courtier hypothécaire qui obtiendra les meilleures conditions possibles sur le marché compte tenu de votre situation financière. Pour nous éclairer, CIGM TV rencontre Christine Lemieux, vice-présidente adjointe aux ventes et courtier hypothécaire agréé chez Multiprêt Hypothèque. Christine Lemieux, courtier hypothécaire agréé. Bonjour Christine. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, une question qui nous intéresse d'emblée. La capacité d'emprunt d'un futur acheteur, comment on peut la calculer? OK. Il y a différents critères qui entrent en ligne de compte quand on va qualifier le montant maximum que quelqu'un peut se permettre. Premièrement, on va regarder son emploi. Donc, il travaille où? Ça fait combien de temps? C'est quoi ses revenus? C'est ça qui nous intéresse. Parce que vous allez voir tout à l'heure dans la qualification, on a besoin de savoir c'est quoi les revenus bruts de la personne. On doit savoir aussi s'il est à son compte, travailleur autonome ou salarié. Ensuite de ça, on va regarder la mise de fonds qui est disponible pour lui. Est-ce qu'il y a une mise de fonds ou il n'y a pas de mise de fonds? Et s'il y a une mise de fonds, quel est le montant de la mise de fonds? Ensuite de ça, il y a le crédit de la personne. Chaque personne, dans le fond, a un historique de crédit. Est-ce que ça a tout le temps bien été dans son historique de crédit ou est-ce que des fois, la personne peut avoir eu quelques difficultés dans le passé? Si elle a eu des difficultés, est-ce que ça s'est arrangé ou est-ce que c'est toujours en difficulté présentement? Donc, tout ça est très, très important aussi dans la qualification d'un futur acheteur. Et finalement, les ratios d'endettement. Donc, l'ABD et l'ATD, l'amortissement brut de la dette et l'amortissement total de la dette. Le premier ratio, on va calculer capital, intérêt, taxes et chauffage par rapport au revenu brut. Donc, celui-là, je veux dire, quelqu'un qui gagne, on va prendre 70 000 par année, par rapport à sa capacité d'emprunt, je veux dire, ça va être équivalent d'une personne à l'autre. L'autre ratio, qui est un petit peu plus élevé, parce qu'on peut aller jusqu'à 44 on inclut capital, intérêt, taxes, chauffage, mais toutes ces autres obligations. Donc, l'automobile, s'il y a des cartes de crédit, s'il y a des prêts personnels, s'il y a des prêts pour des meubles ou même des prêts étudiants. Donc, ça va entrer dans autres obligations. Et c'est toujours par rapport aussi à son revenu brut. Donc, c'est vraiment variable, ce montant-là, d'une personne à l'autre. Et à titre d'exemple, un ménage qui gagne 70 000 par année pourrait être en mesure d'acheter une propriété de combien de milliers de dollars, justement en calculant s'il doit respecter le ratio d'amortissement brut à 39 et le ratio d'amortissement total de la dette à 44 OK. Vraiment, ce qui va influencer la capacité d'emprunt, c'est quoi ces autres obligations? J'ai fait 2 petits scénarios pour vous autres, vraiment pour vous démontrer un ménage où les autres obligations totalisaient 850 donc une voiture, des cartes de crédit, prêts personnels, ce qui n'est pas trop pire. Avec 850 d'autres obligations pour arriver au ratio maximum, on arrivait à 241 000 de possibilités. Mais à ce moment-là aussi, ça prend une mise de fonds. Je pense qu'on va en parler tantôt, mais ça prend une mise de fonds minimum de 5 qui représente quand même 12 000 Le même ménage, exemple, qui gagne 70 000 mais lui, ses obligations, autres obligations, sont plus petites. C'est 500 par mois, donc plus petite voiture. Peut-être qu'ils n'ont plus de prêts étudiants ou ils n'en ont jamais eu. Là, à ce moment-là, eux peuvent se permettre 314 000 d'achat. C'est une grosse différence. Oui, il y a une grosse différence, mais on pourrait avoir une dizaine de personnes ici qui gagnent 70 000 puis on arriverait à probablement 14 résultats différents. Parce que chaque dossier, c'est comme un emprunt digital. Il y a l'historique de crédit, que je parlais tantôt aussi. Si l'historique de crédit est très, très bon, on peut aller au ratio maximum. OK? Comme je vous disais tantôt, 39-44 avec un très bon historique de crédit. S'il y a eu des petits problèmes au niveau de son crédit, à ce moment-là, c'est 35-40. Donc, c'est sûr que tout dépendant des entrevues qu'on va avoir avec les différentes personnes, tout dépendant de leur situation propre à eux, les montants vont varier. Puis toujours, en bout de ligne, c'est est-ce qu'ils ont la mise de fonds correspondant au montant auquel ils pourraient avoir droit. Et si je peux me permettre un commentaire, trouvez-vous pas que 39-44, ce sont des ratios quand même assez élevés? Devrions-nous pas être un peu plus prudents et descendre un peu ces ratios-là?
Oui, effectivement, c'est des ratios qui sont assez élevés, en plus que c'est calculé sur le revenu brut de la personne. Comme on sait, tout le monde paye des impôts. C'est pas ce qui nous reste dans nos poches en bout de ligne. Oui, c'est des ratios qui sont élevés. Mais on tient compte des autres obligations de la personne aussi quand on le fait. Et c'est sûr qu'on va recommander peut-être d'aller un petit peu plus bas. Oui, oui, parce que c'est sûr que de qualifier les gens à leur maximum comme ça, là, les taux présentement sont très bas historiquement parlant. Si dans 5 ans, à leur renouvellement, les taux s'avéraient d'être plus élevés, pour avoir une certaine difficulté, oui. Et vous parliez de mise de fonds tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de donner aucun montant ou il y a une loi qui dit que c'est le 5 qui domine? C'est le 5 de mise de fonds. Ça, c'est la règle générale. Mais il y a un programme auprès d'un assureur, qui est la SCHL, qui s'appelle le multisource. Le programme multisource, la mise de fonds peut provenir de diverses sortes. Parce que j'avais oublié de vous mentionner tantôt, quand on parlait de la mise de fonds, normalement, elle doit être prouvable. En dehors du multisource, si j'ai 5 il faut que je prouve que c'est à moi, c'est dans mon compte de banque depuis un certain bout de temps, puis bon, donc je l'ai économisé. Mais dans le multisource, l'argent peut provenir d'un prêt que j'ai fait. Ça peut provenir d'une remise en argent d'un prêteur. Donc, la remise en argent d'un prêteur peut servir de mise de fonds. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir une mise de fonds. Mais si je fais ça, si je prends la remise en argent du prêteur pour finalement débourser la mise de fonds chez le notaire, le taux d'intérêt va être plus élevé. Parce que il y a deux types de promotions qui existent chez les prêteurs. Il y a soit j'ai le meilleur taux, je n'ai pas de remise en argent, ou j'ai la plus grosse remise en argent que je peux avoir, mais à ce moment-là, j'ai le taux standard. Donc, encore là, dans la qualification de mon emprunteur, quand je vais calculer mes ratios, vous n'oubliez pas que c'était capital-taxe. Capital-intérêt, taxe, chauffage. Donc, mon capital-intérêt, si je prends la remise en argent du prêteur, nécessairement, ça va être plus élevé. Donc, ça va venir diminuer mon montant d'achat possible si je le fais comme ça. Et qu'est-ce qui advient à ce moment-là si l'acheteur n'a pas la mise de fonds requise? C'est un peu justement d'aller demander à des prêteurs ou... Il y a différentes alternatives. C'est pas tous les prêteurs. Le programme multisource existe auprès de la SCHL. Donc, c'est quelque chose qui est disponible, mais chacune des institutions financières va décider personnellement est-ce que moi, j'adhère à ce programme-là ou pas. Donc, c'est pas offert partout. C'est une des options. Ça peut être aussi un don d'un parent proche. Si mes parents veulent me donner de l'argent pour m'aider à acheter ma maison, bien à ce moment-là, je suis en dehors du programme multisource. C'est une mise de fonds qui est acceptable, un don d'un parent proche. À l'intérieur du programme multisource, ça peut être un don d'un parent pas proche. Donc, c'est la différence. Mais il y a une question de prime d'assurance aussi, parce qu'on paye toujours une prime d'assurance pour faire assurer les prêts. C'est le client qui paye. Si on reste dans le standard, la prime est quand même correcte. Si on va dans le multisource, la prime va être un petit peu plus élevée. Et donc, ça fait des frais supplémentaires. Et vous ne nous avez pas parlé, en fait, du RAP. Est-ce que le RAP pourrait aider également pour cette mise de fonds-là? Oui, c'est une autre option qui existe, le RAP. Mais naturellement, il faut que les gens aient des REER qu'ils ont accumulés au fil des années. On a le droit de retirer un maximum de 25 000 de nos REER, sans impôt, si on est admissible. Et on doit, dans le fond, s'auto-rembourser sur une période de 15 ans pour pouvoir le faire. Si je n'ai pas de REER, mais que j'ai un petit peu de temps en avant de moi, il y a autre chose que je peux faire aussi dans le cadre du programme RAP. C'est que je peux aller emprunter dans une institution financière, 25 000 je vais prendre des REER avec. Je vais laisser mes REER 3 mois. C'est pour ça que je dis que j'ai besoin d'un petit peu de temps parce qu'il faut que les REER restent en vie 3 mois. Quand 3 mois est terminé, je peux retirer mes REER, rembourser mon prêt. Donc, j'ai plus de dette envers l'institution financière. Puis le fait que j'ai pris 25 000 de REER, ça va me procurer un retour d'impôt quand même assez important, tout dépendant des revenus que la personne gagne. Mais ce retour d'impôt-là, normalement, il arrive en avril. Donc, pour faire ce scénario-là, il faut être bien planifié dans le temps, puis il faut qu'il y ait une possibilité de pouvoir le faire. Mais oui, ça se fait. Il y a différents scénarios qui peuvent se faire. Puis il y a tellement d'institutions financières aussi
Ils vont faire des fois dans les différents scénarios, c'est pas tout le monde qui fait ça, là. Mais c'est de trouver l'institution financière là, qui va vouloir le faire. Eh bien, merci beaucoup, Madame Lemieux, pour ces précis renseignements. Ça me fait plaisir. L'obtention d'un prêt hypothécaire est un processus complexe qui implique de nombreuses variables. Les courtiers hypothécaires ont une connaissance approfondie des différents produits hypothécaires et peuvent vous expliquer la meilleure façon de profiter des différents programmes et subventions disponibles. Lorsque vous déciderez d'acheter une maison, votre courtier immobilier sera en mesure de vous recommander un courtier hypothécaire qualifié puisqu'il possède un large réseau de contacts professionnels. C'était Caroline Côté pour CIGM TV. À très bientôt.